Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. De la chimie et du sexe, c'est du chemsex, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait, c'est vrai qu'avec le député Kerbrat et l'humoriste Palmade, dont le procès commence demain, eh bien le chemsex, c'est-à-dire le sexe sous drogue, revient sur les devants de l'actualité. C'est en fait un sujet assez compliqué qui attire des projecteurs à chaque fait divers scabreux, mais reste insuffisamment connu et pris en charge médicalement. Bonjour Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes psychiatre addictologue, professeur à la faculté de médecine Paris-Saclay et président de la Fédération française d'addictologie. L'auteur aussi du rapport sur le chemsex qui a été remis en 2022 au ministre de la Santé, un peu tombé dans l'oubli après. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Essayons pour commencer de bien définir ces pratiques du sexe entre hommes sous l'emprise de produits chimiques, de la drogue pour faire du sexe. Quand est-ce apparu ? Dans quel contexte est-ce pratiqué ? Alors, c'est apparu, ça fait un petit moment en France, au début de 2010 à peu près, 2010-2011. C'est une pratique qui avait débuté dans des milieux gays, confidentiels, en Angleterre, à Londres, pour être tout précis, dans les quartiers un peu alternatifs. Et c'est une pratique qui a diffusé très lentement. Cette pratique concernait des milieux qui connaissaient l'utilisation de ces produits, qui avaient une règle. Je le dis souvent, et qui connaissaient aussi les effets délétères lorsque cette pratique n'était pas encadrée. Et donc depuis, le phénomène a changé. Il a diffusé. On a eu des phénomènes particuliers qui sont venus majorer cette pratique. C'est ce qui fait que très clairement, ça devient un sujet à la fois d'actualité et en même temps un sujet de société. Alors, deux types de produits semblent particulièrement importants. Les catinones, alors à l'état naturel, on le trouve dans le 4, voilà. Et le GHB-GBL qui vient, lui, de solvants liquides industriels. Est-ce qu'il s'agit de produits dangereux en eux-mêmes ? Alors, quand ils sont utilisés de cette manière, ils le deviennent. Le GHB, vous savez, il porte un autre nom, c'est la drogue du violeur. Donc, ce sont des produits qui, au départ, et à chaque fois utilisés pour leurs effets d'excitation, de détente. Ils ont aussi un effet, on appelle ça des produits empathogènes, c'est-à-dire ils permettent de rentrer plus facilement en contact avec l'autre. Ce sont des effets aussi euphorisants et aphrodisiaques, hein. Mais ils sont le plus souvent utilisés en cocktail avec d'autres produits associés, notamment la cocaïne. On peut avoir de la kétamine, c'est ce produit que nous utilisons en médecine pour détendre, endormir. Et donc, on a le plus souvent un cocktail. Et à cela s'ajoutent aussi des médicaments détournés de leur usage au départ, notamment les produits utilisés pour la dysfonction érectile. Tout le monde connaît le Viagra, le Cialis. Donc, il y a très souvent des cocktails et qui, très clairement associés à ces produits que vous venez de citer, risquent d'entraîner des accidents. Et au-delà de l'utilisation de ce produit, à quels risques plus globaux se confrontent les chemsexeurs ? Alors, d'abord et avant tout, le chemsex, on a des accidents aigus, des risques liés à ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous prenez un cocktail, vous risquez des arrêts cardiaques, vous risquez la surchauffe, vous risquez des manifestations psychiatriques aiguës. Ça, c'est clair. Bon, ça n'est pas ce qu'on retrouve à chaque fois. Mais vous parlez de risque, c'est ça. C'est souvent le fait de personnalités qui ne sont pas habituées à consommer, qui ne sont pas accompagnés dans la consommation. C'est le fait de jeunes assez souvent non homosexuels et qui, c'est ce qu'on a ici en France, dans le cadre de soirées festives, ce qu'on appelle les clubs de drogue, peuvent se retrouver à consommer ce type de produit. Donc ça peut être le cas, ou bien des personnes qui ont une vulnérabilité psychiatrique ou psychologique et qui, à la faveur d'une dose habituelle, peuvent développer certaines choses. Mais il y a d'autres risques. Des risques cardiovasculaires, ce sont des produits qui viennent surstimuler le système cardiovasculaire, des risques neurologiques. Et puis plus tard, on a d'autres risques sur lesquels peut-être on reviendra. Sur la pratique, quand elle se poursuit, on peut avoir des problématiques de type addictif. Et on voit des générations de consommateurs de ces produits et qui se retrouvent à consommer, associant le plaisir sexuel, qui est un plaisir décuplé, avec ce qu'on appelle des sex parties, des plans chem, hein, on appelle ça des plans chem, qui peuvent durer plusieurs heures, parfois plusieurs jours. On va sur du marathon, on a des pratiques sexuelles, on prend des produits, on mange, on dort, on reprend. Voilà, donc on peut avoir des éléments de cette nature qui peuvent épuiser les corps.
Au bout, on peut avoir aussi des décompensations psychiatriques, ce qu'on appelle les comorbidités. Le plus souvent, on peut avoir des problématiques de type crash dépressif, qui peuvent révéler un trouble de l'humeur, type trouble bipolaire. Mais voilà, on peut avoir des troubles anxieux. Et donc, on se retrouve dans un cercle infernal où la consommation des produits vient apaiser et donner l'illusion de se sentir bien et performant. Et ne pas consommer nous occasionne des problématiques liées à l'arrêt de la consommation. Vous avez parlé des communautés homosexuelles et ce qu'expliquent les militants associatifs, c'est que cette pratique est aussi le fruit d'une stigmatisation incorporée. On le dit comme ça, c'est l'idée d'une sexualité qui est regardée, vécue comme honteuse et qui va trouver dans les drogues de quoi se libérer, passer à l'acte. On assiste même à de jeunes gens qui entrent dans la sexualité par ce biais chimique. Et donc, en fait, on est aussi sur le reflet des discriminations. Complètement. Vécues. Est-ce que vos patients vous le racontent, oui, Dr bien sûr. Benyamina, ouais. Complètement. On est sur une méconnaissance du phénomène, une pratique entre adultes lorsqu'elle est encadrée, et l'impossibilité de vivre sa sexualité adulte et consentante, qu'elle soit ou non de type homosexuel. Il est vrai que derrière le chemsex, on a vu à travers l'actualité un déchaînement finalement de préjugés homophobes. C'est une réalité absolue. C'est la raison pour laquelle parler des problèmes liés au chemsex, c'est aussi diminuer une perception qui est erronée finalement de l'hétérosexuel dominant. Voilà, ça il faut le dire et répéter. En parler, c'est protéger, ce n'est pas discriminer. Et au-delà des communautés LGBT, vous voyez la dynamique s'engager même dans les pratiques sexuelles hétérosexuelles? Alors, la dynamique, peut-être pas, mais l'utilisation des produits qui au départ étaient utilisés dans ce cadre-là devient un élément d'intérêt. Par exemple, vous parliez tout à l'heure, on va en dire un mot, les catinones, la 3-MMC. Pratiquement tout le monde le connaît, ça a fait même l'objet d'une actualité très officielle récemment. Voilà. Donc on voit que finalement la tendance qui est apparue dans le milieu homosexuel est diffuse. Alors, le plus souvent, ça diffuse sans ce qu'on appelle la sécurité qui va avec. Et voilà. Peut-être que là, le caractère communautaire peut être utile en termes de prévention. On Bien peut sûr. S'appuyer sur ces relais de militants, on peut cibler l'action publique. Complètement. Très brièvement, docteur Amine Benyamina, quelles actions à court terme pour la puissance publique? Alors, on a proposé une vingtaine de recommandations dans le rapport que vous avez cité, et les recommandations s'articulent autour de 3 axes. D'abord sur les pratiques, sur les consommateurs eux-mêmes, avec des pratiques de réduction des risques, c'est-à-dire limiter la consommation, savoir ce qu'on consomme, ne pas consommer des produits qu'on ne connaît pas. Ensuite, soutenir les associations, comme vous l'avez très bien dit, qui ont une vraie expertise et diffuser auprès de tout le territoire national, parce que beaucoup ne connaissent pas. Et troisième élément, évidemment, mettre en place une prévention, notamment, par exemple, la vaccination, le préservatif, la PrEP, qui peuvent être oubliés dans ce cadre-là. Merci beaucoup, docteur Amine Benyamina.